À ma droite, Dominique Ritz, qui est sous-directeur des transports ferroviaires et collectifs et des déplacements urbains à la DGITM. Merci de nous avoir rejoints. André Brotteau, avec la casquette de l'ASFA, cet après-midi. Et puis à ma gauche, Sophie Rabat, vous êtes architecte urbaniste et PDG d'AME, qui est une agence de paysage et d'urbanisme. Et vous êtes intervenu et vous intervenez encore beaucoup sur des gares routières, sur des pôles d'échange. Et vous expliquerez quelque chose qu'on n'a pas trop abordé sinon avec des photographies aujourd'hui, mais cette délicate question de la conception des gares routières. Et puis Yvan Lefranc-Morin, directeur de développement de Flixbus, on vous a entendu tout à l'heure, et je voulais justement commencer avec vous, puisque on n'a pas d'usagers aujourd'hui des cars Macron. Je ne sais même pas s'il y a eu des associations d'usagers qui se sont constituées ou si les associations existantes ont élargi leur périmètre. En tout cas, on a envie d'entendre un petit peu plus ceux qui sont au contact des voyageurs, donc en l'occurrence vous à Flixbus, et d'aller un peu plus loin sur ces enjeux. Qu'est-ce qu'il faut apporter concrètement en matière de services, en matière d'information, en matière de confort à vos voyageurs avant qu'ils prennent votre car, après. Voilà, je vous laisse la parole et puis on poursuivra ensuite sur la question telle qu'elle a été posée par Cyprien Richet. Ok, donc effectivement, il y a beaucoup de choses à apporter, hein, comme on a pu l'évoquer. Probablement que la première des choses, enfin la chose la plus fondamentale, alors effectivement il y a des exemples, des contre-exemples, comme la gare routière de Poitiers qu'on a évoqué tout à l'heure, mais c'est vraiment une très petite minorité dans le paysage français, puisqu'on a déjà aussi évoqué des chiffres, mais il y a aujourd'hui très peu d'infrastructures qui existent. Je pense que la première des choses sur laquelle il faut se pencher, c'est les aspects de sécurité. Parce qu'avant les aspects de confort ou d'accueil, il y a vraiment un aspect sécuritaire qui est très important. On n'a pas encore eu d'incidents graves à déplorer dans les gares routières, ou en tout cas dans les lieux qu'on peut appeler comme tels, jusqu'à maintenant, en tout cas sur les lignes Macron, mais très honnêtement, ça finira par arriver si rien n'est fait, en tout cas pour ces aspects de sécurité. Je reprends encore l'exemple que je connais bien de la Porte-Maillot. Voilà, c'est un parking, il y a des cars qui roulent super vite dessus, il n'y a pas de barrière de sécurité. Je ne parle même pas des aspects de signalétique ou d'indication pour les passagers, mais ne serait-ce qu'en termes de sécurité, il y a vraiment beaucoup de travail et je pense que c'est probablement la chose la plus urgente sur laquelle se pencher. Voilà, avant d'évoquer d'autres aspects qui sont évidemment très importants pour l'accueil des passagers. C'est des aspects évidemment de signalétique. On a beaucoup, on fait remonter beaucoup d'informations de nos clients. Aujourd'hui, on fait ce qu'on peut dans la limite aussi des autorisations qui nous sont données, puisque c'est une autre problématique. En tant qu'opérateur privé, on n'a pas nécessairement toutes les autorisations pour pouvoir afficher des panneaux d'indication, pouvoir donner des indications à nos voyageurs. Donc ça, c'est un deuxième point. Je pense qu'il y a vraiment un effort à faire sur la signalétique et l'information passager. On essaie de mettre du personnel partout où on peut en mettre pour pouvoir indiquer aux gens où prendre leur car et où se trouve le car de Bordeaux ou le car de Londres. Enfin voilà, aujourd'hui c'est la jungle, hein, clairement. Donc on a aussi cet aspect-là d'information et évidemment toutes ces solutions-là sont des solutions de court terme puisque ça remplace pas évidemment les infrastructures qu'on attend et dont on aura besoin si on veut que le marché continue à se développer. On a que 6 mois, le marché a que 6 mois, donc effectivement on est tout au début de la vague, donc on pouvait pas. Alors certes, on a tendance à dire que les gares routières ont été un peu la grande oubliée de la loi Macron en ce qui concerne la libéralisation du secteur des autocars. On n'y a pas pensé avant, ou en tout cas pas beaucoup. Il est temps de s'y mettre, effectivement. Mais on n'aura pas des gares routières comme ils peuvent exister en Allemagne ou en Espagne. Faut pas rêver dans les 2 ans qui viennent. Donc il y a des solutions temporaires qui existent, qui sont pas parfaites, mais qui auront le mérite d'exister, comme pouvoir avoir les autorisations pour installer de la signalétique, pouvoir ne serait-ce que mettre des préfabriqués dans les endroits où il n'y a pas du tout d'infrastructure pour s'abriter de la pluie, pour aller aux toilettes. Donc il y a évidemment tout un tas de choses à faire qu'on pourra pas. On ne pourra pas régler tous les problèmes en 6 mois, mais néanmoins, il y a pas mal de petites choses qu'on peut faire pour améliorer un petit peu la vie des passagers, améliorer l'information
et surtout leur donner envie de revenir, hein, puisque c'est ça l'enjeu. On évoquait tout à l'heure le fait de savoir si les conditions assez moyennes d'accueil des passagers dans les gares routières étaient de nature à remettre en cause leur envie de voyager en car. Aujourd'hui, on n'a pas eu encore, on n'a pas 20 millions de passagers par an, mais on les aura pas effectivement, si on n'améliore pas les infrastructures. Donc, c'est un vrai enjeu de se pencher sur ce problème-là. D'autant plus qu'il y a beaucoup de choses super intéressantes à faire. On se rend bien compte, à l'instar de ce qui peut se passer dans les gares, notamment parisiennes, qu'il y a des centres. Les gares routières peuvent devenir des centres d'attractivité vraiment majeurs. La gare de Munich. La gare routière de Munich, le premier étage, c'est une grande galerie commerçante. Ça draine beaucoup de monde, pas uniquement des gens qui veulent prendre le car. Donc il y a aussi d'autres pistes à explorer. Et voilà, et c'est vraiment quelque chose qui a. En tout cas, la question des infrastructures, c'est vraiment un enjeu majeur, aussi bien d'ailleurs pour les passagers que même pour les agglomérations dans un sens un peu plus large. Depuis le début de l'après-midi, l'intermodalité est au cœur des discussions. On entendait notamment Louis Nègre poser cet impératif et Cyprien Richet l'a rappelé dans sa typologie, notamment sur sa troisième partie sur ce qu'il appelait le scénario intégrationniste. Excusez si ce n'est pas exactement les termes. Est-ce que ça vous semble évident pour tous vos voyageurs, ou est-ce que c'est pas forcément... Si, c'est quelque chose d'évident. C'est vrai que je suis pas revenu dessus, mais c'est pour dire à quel point c'est évident. Aujourd'hui, on a besoin d'être interconnectés pour pouvoir faire venir les gens dans nos cars. Ils viennent pas en voiture en règle générale, donc il faut être connecté au réseau de transport, il faut être connecté à tout un tas d'autres choses qui fassent que les gens puissent accéder facilement à ces endroits. La question des centres-villes, c'est une question qui revient souvent. C'est évidemment pas évident de trouver du foncier ou d'aménager des espaces en centre-ville, c'est l'idéal. Cependant, ça pose aussi des problématiques en termes d'exploitation pour les opérateurs que nous sommes, parce que c'est évidemment plus compliqué d'accéder au centre-ville. Donc il y a toujours un peu ce paradoxe entre le fait d'être très bien positionné au centre d'une ville, mais évidemment ça cause des difficultés d'accès. Nous, on pense que le centre-ville, c'est pas une condition obligatoire dès lors que, une fois de plus, on est très connecté, très interconnecté aux autres réseaux de transport. Dans les très grandes villes, et c'est le cas à Paris, il n'y a pas de gare routière aujourd'hui centrale. Au centre de Paris, ça n'aurait pas de sens. Donc les gares routières sont un peu disséminées entre l'Est et l'Ouest. C'est pas un problème majeur dès lors qu'on est bien relié et qu'on est bien interconnecté au réseau. Donc effectivement, l'interconnexion, c'est une condition, un préalable obligatoire au développement des gares routières et évidemment du transport en autocar. Est-ce qu'on peut prendre aujourd'hui un car Flixbus sans smartphone ou sans liaison Internet ? Donc, bien sûr, on peut. Donc on a tous les canaux de distribution qui existent. Bien, même si une majorité aujourd'hui... Dans la réalité, Dans la réalité, vous pouvez acheter votre ticket auprès du chauffeur en montant dans le car ou auprès d'une agence de voyage partenaire qui revend nos tickets, qui est située aux abords des gares routières. On aimerait, par exemple, pouvoir mettre un magasin physique, porte-maillot, un préfabriqué sur le parking. On est en train d'y travailler, mais c'est des choses qui ne sont pas simples et qui simplifieraient, une fois de plus, un peu la vie des usagers. Donc, on est sur ce schéma de distribution aussi multi-canaux et on espère qu'on nous donnera au moins la possibilité on va dire, dans un premier temps, d'améliorer un peu la vie des passagers. Merci. Dominique Ritz, on a entendu successivement Yvan Lefranc-Morin parler de sécurité, de signalétique et de conditions d'intermodalité. Vous, au ministère, vous êtes chargé de ces transports ferroviaires et collectifs, donc vous êtes au cœur de cette intermodalité. Quelle est votre méthode pour avancer sur tous ces sujets ? Alors, la question que vous posez, en fait, est quel est le rôle de l'État ? Voilà, c'est une façon de la poser. Voilà. Quel est le rôle de l'État dans le système ? Alors, j'allais dire, le rôle de l'État, c'est d'essayer de créer des conditions qui permettent au système de fonctionner correctement et que se développe l'offre dont les citoyens, les territoires ont besoin. Et donc, je pense que l'État a déjà fait beaucoup de choses. Je ne reviendrai pas sur la création de cette offre de transport libéralisé que constituent les gares Macron, mais en matière de gare routière et en matière de points d'arrêt, je rappelle que 6 mois après la sortie de la loi,
une ordonnance a été prise le 29 janvier dernier qui crée quand même un certain nombre, un cadre pour que ces gares routières, ces points d'arrêt, on parle beaucoup de gares routières, mais je crois que les points d'arrêt sont aussi importants, puissent se mettre en place dans de bonnes conditions, avec la mise en place d'un régulateur, la RAF qui est devenue ARAFER, donc avec des pouvoirs étendus, des pouvoirs qui vont lui permettre de s'assurer que, notamment, l'accès aux capacités existantes, des gares existantes, des points d'arrêt existants, que cet accès se fait selon des conditions non discriminatoires, avec la mise en place d'un registre de ces gares et de ces points d'arrêt existants, avec derrière un décret qui est en préparation. L'ARAF, aujourd'hui, l'ARAFER, pardon, est aujourd'hui en train de consulter sur un certain nombre de choses, notamment sur quels sont les points d'arrêt et les gares routières qui doivent figurer dans le registre, quelles sont les conditions qui doivent permettre d'identifier donc, ces points d'arrêt et ces gares qui doivent être régulés. Donc l'État fait beaucoup de choses. Moi, ce qui me paraît très très important, c'est qu'on évite de se renvoyer trop le problème. C'est-à-dire que aujourd'hui, le premier concerné, somme toute, dans le développement de l'offre de transport routière, c'est l'opérateur de transport. Il ne peut pas se désintéresser de la manière dont son client vient et dont son client repart. Les gares, les points d'arrêt sont des accessoires tout à fait essentiels de sa prestation. Alors évidemment, il n'est pas le seul acteur et on peut très bien comprendre que dans des milieux urbains, où le foncier est difficile, où il y a d'ores et déjà des équipements existants, cette responsabilité puisse être partagée avec d'autres, et notamment les autorités organisatrices de mobilité. Ceci étant, ça ne l'exonère pas de sa propre responsabilité. Et il faut qu'il puisse proposer à ses partenaires, aux autorités organisatrices de mobilité, en face un modèle économique qui fonctionne. C'est-à-dire que l'accès aux équipements qui existent, voire le développement de ces équipements pour accueillir dans des meilleures conditions le public qui utilise les cars aujourd'hui librement organisés, eh bien tout ça, ça a un coût, et il est normal que, me semble-t-il, la collectivité puisse espérer que ce coût puisse être pris en charge par une partie de ce coût puisse être pris en charge très directement par le prestataire, l'opérateur, qui, rappelons-le quand même, va faire du business sur le développement de son offre. Ce qui veut dire, si j'écoute bien vos propos, vous considérez que les opérateurs sont un peu trop passifs par rapport à la mise en œuvre de solutions et qui devraient, y compris en matière de financement de ces nouvelles infrastructures, de ces nouveaux services, concourir à ces nouvelles offres? Tout à fait. Alors moi je suis assez effectivement convaincu que, encore une fois, le premier concerné, c'est l'opérateur de transport. D'ailleurs, l'ordonnance du 29 janvier de cette année prévoit explicitement que le premier qui est concerné par la création d'un arrêt ou d'une gare routière, eh bien, c'est l'opérateur de transport lui-même. C'est lui qui, en principe, est censé développer ce qui est connexe à sa prestation. Encore une fois, évidemment, et on le comprend bien, il y a au voisinage des gares un intérêt à ce que les bus puissent venir. Et là, il n'y a pas de place, le foncier est très cher, il y a déjà des installations qui existent, et donc on est dans une logique de facilité essentielle, et il est tout à fait normal, dans ces cas-là, que l'opérateur routier puisse accéder, avec des conditions qui sont définies, à ces installations. Mais encore une fois, cela ne veut pas dire que c'est à la charge de la collectivité, cela ne veut pas dire que ça doit être à la charge du gestionnaire de l'installation. Il faut que l'opérateur de transport prenne sa part des coûts inhérents à l'accès à ces installations. Avant d'aller plus loin, tout de suite une réaction peut-être de l'opérateur à la tribune, et pourquoi pas de Jean-Baptiste Maisonneuve. Très clairement, vous êtes sollicité pour faire davantage, que ce soit en rémunérant les gestionnaires d'espaces existants qu'en création de nouvelles infrastructures. Alors, j'entends et je conçois tout à fait qu'on nous demande ça, et d'ailleurs, ça sera libre aux opérateurs, je pense, de se lancer dans ce type de business. Enfin, en ce qui nous concerne, Flixbus, pour que vous compreniez, on est une start-up Internet. On n'est pas une boîte de BTP ou un gestionnaire d'infrastructure, et c'est clairement pas notre compétence d'aller construire des gares routières ou de les opérer. Mais c'est un cas particulier et c'est pas tellement de sujet.
Je pense que, effectivement, c'est un modèle qui demande à être étudié. Certains opérateurs sont peut-être très contents de se mettre effectivement à construire ou aux côtés des autorités de gérer des gares routières. D'ailleurs, nous, on n'accède pas aux gares routières. Aujourd'hui, on n'accède pas aux gares routières de façon gratuite dans les villes. On paye une prestation et donc libre, une fois de plus, à des opérateurs qui décident de se lancer dans ce type d'activité. De faire payer leur service. En Allemagne, on se rend compte qu'il y a des opérateurs privés, que ce soit des boîtes de BTP ou autres, et on parlait du cas espagnol tout à l'heure, qui se sont mis à opérer des gares routières, qui ont construit des galeries marchandes au-dessus, qui ont loué des commerces, des locaux à des commerces, et pour lesquels le business est très rentable. Donc la question du financement, effectivement, elle est ouverte. Je ne suis pas en train de dire que ça doit être à la charge 100% des collectivités ou des mairies, etc. Mais je pense que chacun doit être aussi probablement un peu libre de se lancer dans ce type on va dire de développement ou pas. Dominique Critz, on ne peut pas dire que le dialogue est bien engagé. Je sais pas. Moi, je pense pas que le dialogue soit mal engagé. Bien au contraire. Enfin, encore une fois, il s'agit plutôt, dans mon esprit, de rappeler un petit peu les grands principes et le fait que la collectivité n'a pas nécessairement à se substituer en tout point à l'opérateur privé et que la collectivité a aussi, évidemment, à pouvoir entrer dans ses coûts. Moi, ça me paraît, je veux dire, une évidence. Donc, il y a ce dialogue, il existe. Alors il est plus ou moins facile, il est plus ou moins compliqué, suivant les endroits, suivant les lieux, suivant que l'accès en centre-ville est un impératif pour le bon fonctionnement d'une liaison ou pas, suivant les gens qu'on a en face. J'allais dire, l'exemple de Poitiers qui nous était raconté tout à l'heure montre que quand le dialogue est là, ça peut fonctionner très bien. Jean-Baptiste Maisonneuve, je rappelle que vous êtes vice-président de la FNTV. Oui, non, simplement, il ne faut pas simplement parler du financement, parce que là, les opérateurs doivent participer, et là, je crois que, on est d'accord, à partir du moment où il y a le service qui est proposé, mais il faut aussi, à ce moment-là, laisser aux opérateurs la possibilité, parce qu'en centre-ville, on l'évoquait, un opérateur ne va pas pouvoir mettre ses panneaux, c'est-à-dire que le faire payer, c'est une chose, mais après, il faut aussi lui laisser la possibilité de flécher, de rentrer dans une gare routière où il y a un immense panneau numérique où tout est affiché, qu'on sait l'heure de départ, etc. Ça se paye et ça, c'est normal. Mais quand on laisse la possibilité aux opérateurs d'aller à tel ou tel endroit, dans beaucoup de grandes métropoles ou grandes collectivités aujourd'hui, c'est très réglementé et l'opérateur qui se présente, même avec une rencontre avec les élus, etc., c'est toujours compliqué d'avoir le fléchage, de pouvoir mettre ne serait-ce qu'un bureau. Donc oui, pour prendre en charge un certain nombre de coûts, mais il faut aussi accompagner cette libéralisation avec je dirais un peu plus de souplesse aussi dans ce qui se passe sur les collectivités. Vous avez planifié l'équilibre, puis la période des bénéfices, à quelle échéance ? Ça, c'est des données qu'on ne partage pas forcément. Parce qu'en fait, le raisonnement de l'État est lié à ça. C'est-à-dire qu'à terme, on est aujourd'hui dans une phase, comme tout marché qui se libéralise, d'investissement, qui durera plus ou moins longtemps, et personne n'a de boule de cristal. La réalité, c'est que c'est difficile de prévoir le développement à 3 ans, et je mets quiconque ici au défi de me dire combien il y aura de passagers par an dans 2 ans sur le marché. Donc c'est très compliqué et c'est une réponse que je ne peux pas vous faire. Après, voilà, une fois de plus, c'est une question de modèle aussi économique. Une fois de plus, moi je vous parle de ce que je connais. On est une start-up technologique. On n'est pas vocation à devenir gestionnaire d'infrastructure. C'est pas notre modèle et on ne sait pas le faire. Donc on va pas se mettre à le faire demain parce qu'on le ferait très mal. Autant laisser des gens dont c'est le métier, qui sauront bien le faire et qui sauront trouver le bon modèle économique pour rendre cette activité viable. Alors justement, les infrastructures, André Breteau, ça vous connaît, hein, vous êtes à la tête de l'association française des sociétés, enfin pas à la tête, pas encore, mais vous représentez l'ASFA, l'association française des sociétés autoroutes. Que peuvent apporter les sociétés d'autoroutes à cette nouvelle activité de mobilité que sont les cars Macron ? Est-ce que vous êtes une partie de la solution ? Quel est votre état d'esprit par rapport à cette nouvelle activité ?
Merci. Les sociétés d'autoroutes considèrent que les autocaristes et les clients des autocaristes sont comme les conducteurs de voitures ou les conducteurs de poids lourds, des clients. Et nous essayons de répondre à leurs attentes, à leurs besoins, sous l'autorité de l'État, qui est notre client amont et unique et durable, en créant des aménagements, non je le dis parce que c'est important, en créant des aménagements, et je vais prendre quelques exemples. Les conducteurs de poids lourds ont besoin d'aires de service, de douches, de zones de stationnement dédiées. Elles sont financées par le péage. Tout d'un coup, on voit arriver les autocaristes. On nous a demandé de dédier certaines aires de service de manière à créer, ce n'est pas énorme, mais des zones de dépose juste à côté des installations commerciales, de manière à éviter que les clients des autocaristes aient à traverser tout le parking poids lourd pour se rendre à l'installation commerciale. Et ça, c'est financé par le péage. Alors parfois, on agace notre client. Par exemple, on a vu émerger une nouvelle demande, notre client amont. On a vu émerger une nouvelle demande qui était le covoiturage. Et on a suggéré à notre client de financer des parkings de covoiturage avec le péage. Et on l'a fait. On l'a fait ensemble. Enfin, c'est vous qui nous avez autorisé à le faire. Voilà. Donc, tout ça pour dire que... voilà, je pense qu'il n'y a pas de solution absolue, hein, c'est au cas par cas. Et nous avons par exemple noté sur des villes moyennes des propensions d'un certain nombre d'autocaristes à marquer des haltes sauvages, hein, en quelque sorte, sur les petits parkings qui sont situés à côté, par exemple, des échangeurs. On a noté ça au Mans, à Niort, à Périgueux, sur des aires de service parfois, par exemple... l'aire du Manoir, qui est aussi du côté de Périgueux, l'aire du Jura sur la 39, parfois des sites multimodaux à Cofiroute, l'échangeur de Dourdan, l'aire multimodale de Pont-Sainte-Maxence sur A1 à la Sanef. Voilà un certain nombre d'endroits où on a noté que, pour des raisons X ou Y, telle ou telle compagnie déposait des voyageurs et en prenait. On a estimé que les conditions n'étaient ni très bonnes en termes de sécurité, pas du tout bonnes en termes de confort, surtout en hiver, et en termes d'exploitation, ça pose quelques problèmes. Donc nous avons proposé, fin novembre, à l'État, de créer les conditions d'un débat avec la profession des autocaristes, parce que nous pouvons, toujours pareil sous l'autorité de l'État, mettre en œuvre des installations simples, hein, qui peuvent être préfabriquées en quelque sorte, donc très vite, hein, avec un petit local chauffé, vidéo surveillé, éclairé, et puis les 2 quais d'arrêt, parce qu'il n'y a pas beaucoup, c'est des haltes, ce n'est pas des gares, hein. On est sur des petites villes. Voilà, donc c'est le genre de choses que le secteur autoroutier est prêt à faire. Donc ce qui veut dire que l'État et les usagers des autoroutes contribuent déjà à la création de petites infrastructures, en fait. Oui. Bon, c'est pour le moment des zones de dépose, c'est pas grand-chose, mais ça pourrait aller un peu plus loin. Mais encore faut-il qu'il y ait une demande qui émane des autocaristes. Hein. Parce que bon, ce genre de choses, on ne peut le faire que si les autocaristes émettent une demande et si l'État est d'accord. Voilà. Mais on a proposé cela fin novembre, en tout cas. Quel est votre intérêt? C'est que ça fait plus de trafic sur la route, c'est ça? C'est pour améliorer le... Non, l'intérêt n'est pas à court terme. Nos économistes disaient que, en gros, dans un autocar de 30 personnes, il y avait une douzaine de gens qui venaient de la voiture. Alors, je ne sais pas s'ils avaient fait des calculs ou s'ils avaient tout simplement eu vent des résultats de l'Allemagne qui nous ont été présentés ce matin. Donc c'est clair que sur le papier, on a un petit moins, mais enfin, ce n'est pas énorme parce que avec les 7000 passagers jour des cars Macron qui font aujourd'hui 375 km, sauf erreur de ma part, ça fait 2,5 millions de kilomètres parcourus par jour, à comparer à 380 millions de kilomètres parcourus par nos clients sur l'autoroute, on est à un peu moins de 1%. Donc c'est 40% de moins de 1%, ça ne fait pas beaucoup. Mais nous pensons que, tout comme pour le covoiturage, nous devons prendre en compte les attentes de nos clients. Nous avons des délégations dans la durée. Nous devons avoir une bonne image auprès de nos clients. Donc c'est la raison principale qui fait que le secteur autoroutier est proactif sur ces nouvelles mobilités. Sur des trajets assez longs, comment se comportent vos passagers sur les aires d'autoroute? Est-ce qu'il y a eu des évaluations, des études? Est-ce que vous le savez, André Brotteau? Est-ce la durée des haltes, est-ce qu'ils consomment, est-ce qu'ils s'arrêtent, Alors j'espère qu'ils se comportent bien. On a effectivement des plans de route qui dépendent des lignes, mais sur de longues lignes, on a de toute façon des contraintes légales qui obligent les chauffeurs à s'arrêter pour prendre leur pause réglementaire. Donc on essaie que ça soit évidemment dans des gares routières lorsqu'on peut le faire, c'est plus simple.
ou évidemment sur des aires d'autoroute, ce qui permet également à chacun d'aller se restaurer, acheter des choses à manger ou autre, et puis de se dégourdir les pattes. Donc on n'a pas de retour particulier sur ce sujet-là. Je pense que c'est quelque chose qui se passe bien, jusqu'à preuve du contraire, ça a l'air d'être le cas. Donc pas de retour particulier sur ce sujet-là, mais je ne pense pas que ça induise de mauvais effets auprès des compagnies d'autoroute, les pauses sur les aires. Il y a dans la salle la directrice du réseau Vinci Autoroute, le responsable des aires de service, de toutes les aires de service de Vinci Autoroute. Je pense que ça se passe bien, sinon elle nous l'aurait dit. Madame, vous avez la parole. Oui, bonjour, Amélie Arong, donc directrice d'exploitation déléguée sur ASF Vinci Autoroute. En complément de ce que disait André, nous, notre première inquiétude, c'est réellement les problèmes de sécurité. Parce qu'effectivement, il y a la problématique de gare routière, et là, on sent bien qu'il y a un intérêt pour les opérateurs d'aller en ville. Mais il y a des petites villes, je peux citer Agen, je peux citer Périgueux, je peux citer beaucoup d'échangeurs qui sont sur le réseau qui va sur la 64 ou pour la 62, pour ceux qui connaissent un peu. Et en fait, c'est une perte de temps, je pense, d'aller en ville et qu'il n'y a pas beaucoup de clients. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les bus s'arrêtent et larguent les gens au niveau de l'échangeur. Et en fait, un jour, effectivement, je pense qu'on va avoir à mort. Parce que j'ai des extractions de vidéos. Il y a des lignes qui passent genre à 3h du matin et on laisse les gens à 3h du matin au milieu de nulle part. Donc en général, ces gens-là restent au bord, enfin, sur la halte. Alors il y a des WC, tout va bien, sauf qu'ils attendent qu'une voiture vienne les chercher. Donc la voiture fait un petit, traverse le péage alors qu'elle n'a pas le droit. Et ça, c'est des phénomènes qu'on trouve de plus en plus souvent. C'est la première inquiétude. Le deuxième point, par rapport aux aires de service, donc effectivement, en général, on observe des arrêts de bus, soit pour la pause pipi, soit pour aller manger, dans des temps relativement courts. Par contre, on commence à voir quelques phénomènes un peu inquiétants, c'est-à-dire qu'en général aussi, le conducteur profite de cette pause pour aller larguer les sanitaires, un peu à l'arrache, n'importe où. Et on m'a expliqué, puisque j'ai rencontré quelques personnes, notamment d'Easy Lines, en disant qu'en général, c'est pas dans leur cahier des charges, mais les pauvres, ils font comme ils peuvent. Donc c'est aussi quelque chose qu'on est en train de regarder, parce qu'on n'est pas configuré pour ce genre de prestations. Et ça commence à poser des problèmes, notamment avec l'été qui arrive. Merci pour votre témoignage très intéressant, très instructif. Les échangeurs sont des lieux importants. Qu'est-ce qu'ils font après les voyageurs? Ils font de l'autostop, ils font du covoiturage, ils se font chercher par des amis. Vous savez, non? Vous savez comment ils se comportent? Très honnêtement, on est plusieurs opérateurs sur le marché, donc je ne parle pas au nom de tout le monde, mais on essaie, et j'ai pas connaissance de beaucoup de points en France où on largue les gens sur des échangeurs. Je ne suis pas du tout en train de remettre en question ce que vous dites. Donc on essaie de minimiser évidemment ce type de choses au maximum, parce que ça n'a pas de sens, d'autant plus qu'une fois de plus, larguer les gens à un endroit où il n'y a pas d'interconnexion, ça n'a pas de sens. Enfin, c'est pas viable. Donc en tout cas, c'est pas du tout dans la logique et dans l'esprit de la façon dont on pense les lignes. Après, évidemment, il y a certainement certains points en France qui sont problématiques, et voilà, je peux pas répondre grand chose de plus que ça, mais c'est vrai que les questions de sécurité sont primordiales dans ce type de cas, et on peut pas se permettre d'avoir en plus de mauvaises publicités qui soient faites par des incidents de ce type. Ça serait un peu dramatique pour tout le secteur, je pense. Merci. Dominique Ritz, la question de la sécurité semble prégnante. C'est le rôle de l'État, entre autres, un des premiers rôles de l'État, que d'assurer la sécurité des voyages, des voyageurs. Quelle est votre réponse à ces situations, à cette problématique de la sécurisation des lieux d'intermodalité? Alors, plusieurs éléments. La première chose, c'est que l'autorité investie de pouvoir de police, il a à connaître de situations dangereuses, peut évidemment prendre les mesures qui s'imposent et interdire les manœuvres ou les agissements qui pourraient être dangereux. La deuxième chose, c'est que là aussi, il y a aussi la responsabilité du transporteur. Donc le transporteur, il est aussi responsable de ses clients. Et s'il les dépose en plein milieu de la nature, dans des conditions hasardeuses, de nuit et dangereuses, sa responsabilité est clairement engagée. Là-dessus, il n'y a absolument aucun doute.
personnellement, moi, je partagerais assez bien ce que le représentant de Flixbus a dit, c'est-à-dire que je ne pense pas que nous ayons affaire, ceci étant, à des comportements très fréquents de cette nature-là, parce que je ne vois pas quel serait l'intérêt d'un transporteur de déposer des clients n'importe où, le risque étant évidemment qu'après, ils ne reviennent plus. Or, le but est quand même de fidéliser la clientèle, me semble-t-il, a fortiori lorsqu'on est dans une logique actuellement de conquête de marché, avec des prix qui sont extrêmement bas. Donc, des comportements déviants, il y en a partout. Si l'autorité investie du pouvoir de police en a connaissance, il a la faculté de les interdire, de mettre, s'il le faut, les forces de l'ordre en place pour intercepter, contrôler, sanctionner. Après, je pense qu'il a aussi il y a une responsabilité. Moi, j'ai confiance en la profession. Je pense que majoritairement, les choses se passent bien parce que nous avons affaire à des transporteurs qui veulent conserver une clientèle et qui, dès lors, vont offrir un service de qualité. C'est essentiel, sinon les gens ne reviendront plus. Merci. Alors, puisqu'on est sur ces services et sur ces infrastructures, je vais m'adresser à Sophie Rabat. Donc, je rappelle que vous êtes architecte urbaniste et que donc vous avez conçu de nombreux pôles d'échange et des gares routières. Vous entendez à la fois les demandes des voyageurs, les questions de financement difficiles, le rôle des AO. Vous êtes quand même pas au bout de la chaîne, mais vous êtes chargé de recueillir tout ça. Est-ce que vous auriez, une définition idéale de la gare routière de demain qui accueillerait ces trafics nouveaux en open access ? Alors, pour être assez pratique, moi je pense que la gare routière a une double fonction. C'est à la fois une fonction très pratique et fonctionnelle, celle d'accueillir des voyageurs et de pouvoir les redispatcher, mais c'est également un lieu de vie. Donc, il va falloir gérer la distorsion entre une optimisation et une rentabilisation du temps pour que les sociétés qui déposent les voyageurs puissent continuer leur métier avec un niveau de rentabilité le plus efficace, et le fait qu'on a des voyageurs qui sont des êtres humains qui doivent descendre avec des valises, avoir un minimum de confort. Donc, pour moi, pratiquement, la discussion commence quand on parle de créer une gare routière ou un pôle multimodal, parce que j'ai plutôt jusqu'à présent travaillé sur les pôles multimodaux. La grosse discussion, c'est combien de postes à quai, comment on les répartit entre les transporteurs et comment on optimise l'accès à ces postes à quai. Donc ensuite, ça devient une discussion un peu technique sur et les rayons de giration en fonction des outils qu'on utilise, c'est-à-dire en fonction de la taille des autobus. Nous, on a un travail qu'à faire sur les rayons de giration avec chaque transporteur qui vérifie ce qu'on a fait plusieurs fois. Et puis on a des discussions aussi sur... Il y a la question de l'accessibilité à cette gare routière, c'est-à-dire la visibilité de cette gare routière qui est assez importante. C'est un élément important. Il faut qu'on sache où elle est, il faut qu'elle soit visible, lisible. Et la deuxième question, moi je reviens toujours sur cette question de sécurité. Effectivement, il faut que les piétons arrivent de manière sécuritaire dans l'autobus. Et pour ça, il y a toute l'organisation des postes à quai et ce qui va avec. Donc il y a l'accessibilité. Alors c'est l'accessibilité PMR avec des revêtements lisses pour les valises. Donc on va parler beaucoup de matériaux, de durabilité des matériaux, d'éclairage, d'affichage dynamique, des choses très très pratiques pour que ce soit le plus sécuritaire possible et aussi le plus fonctionnel possible. Et si on peut le rendre également esthétique, ça ne gâche rien, ça fait partie de la vie. Donc voilà. Pour ce qui est du contenu d'un programme, parce que ça va souvent être ça, on va se dire, dans cette gare, selon la taille de la ville, selon le nombre de transporteurs, selon les gens qu'elle reçoit, on a parlé donc de l'intermodalité, ce qui est extrêmement important, donc la liaison avec les parkings, la positionnement d'un dépose-minute, d'une reprise quart d'heure, donc c'est assez technique, c'est un peu comme un jeu de positionnement des choses pour optimiser le fonctionnement, parce qu'on va être en intermodalité avec des systèmes de transport également, ou des vélos, etc. C'est comment on fait et comment on hiérarchise l'intermodalité, parce que l'intermodalité, c'est pas simple. Est-ce que je passe en souterrain? Est-ce que je traverse? Comment je traverse? Est-ce que je fais des feux?
à qui je donne la priorité des feux, est-ce que je dois mettre des clôtures à l'entrée de la gare routière parce qu'il ne faut pas que n'importe qui puisse rentrer dedans. Bon, c'est des questions extrêmement simples, mais qui se pratiquent, qui s'améliorent. On a vu qu'il y avait différentes typologies de gares, ce dont on parlait ce matin. Puis il y a aussi la question de la superposition des équipements entre eux, avec évidemment des liaisons verticales, mais ça veut dire des ascenseurs, donc des coûts de gestion. Bon, voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est... Moi, je parle beaucoup du confort. L'usager, il a besoin d'un confort. Il a besoin d'une optimisation du temps et d'un confort. Moi, je voudrais parler d'une autre question. Donc, dans la confort d'usage, qu'est-ce qu'il y a? Le client, il a besoin d'une salle d'attente, il a besoin d'acheter des tickets, il a besoin de bien lire les services et les horaires. Ça, c'est extrêmement important, que ce soit écrit en assez gros. En fait, un client, il est angoissé quand il se déplace, quand il n'a pas l'habitude sur les grands trajets comme ça. Donc, il faut absolument qu'il soit renseigné de manière très efficace. Donc, toute la signalétique, moi, je parle de signalétique, qu'elle soit dynamique ou pas. Et puis, on veut un minimum de commodité, un petit café, acheter un journal, enfin, des choses comme ça. Après, ça peut aller beaucoup plus loin, si on veut. Mais qu'est-ce qui est important pour le client? C'est quand même l'optimisation globale de son trajet. Il ne va pas dire moi, ce qui m'intéresse, c'est la gare routière. Non, c'est je quitte chez moi, comment je fais? Je vais à la gare routière, je prends mon moyen de transport, j'arrive là où je dois arriver. Donc, il faut absolument que ces lieux, ces gares routières, soient reliés à des systèmes de transport publics ou pas, mais en tout cas qu'ils soient liés à des systèmes de transport. On peut pas... On parlait de larguer les gens dans les échangeurs, mais c'est pas réaliste. Les gens reviendront pas. Ils feront une fois et puis c'est tout. Donc la priorité est donnée effectivement à l'intermodalité. On parle de relier avec, de mettre ces systèmes dans le centre-ville. Alors ça, c'est l'idéal si on y accède rapidement. Si on n'y accède pas rapidement, il suffit qu'il y ait un transport public qui puisse se substituer. Moi, je voulais aussi parler de la problématique des flux. Parce qu'aujourd'hui, on dit que ces systèmes s'adressent effectivement à des gens qui ont des moyens limités, mais à terme, si ça interfère sur le fonctionnement des trains et ça diminue, ça fait fermer des lignes parce qu'elles ne sont pas, je vais dire, assez optimisées, on aura une clientèle de plus en plus importante. Et à partir de là, on aura donc beaucoup de flux. Et il y a la possibilité quand même d'utiliser ces flux. Moi, je pense que le projet partenarial, c'est quand même la solution. On ne va pas dire d'un côté, moi je suis le transporteur, mais ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon métier. Et de l'autre côté, dire, moi je suis à la ville, je suis obligé de le faire, ou je suis l'État, je suis obligé de le faire, mais j'ai plus un rond, donc comment on fait? On va essayer quand même un peu de ce qu'on fait en France beaucoup, c'est les financements croisés, et d'être obligé de mettre des petits bouts de ficelle les uns à côté des autres pour faire le projet le plus intelligent possible. Et ça, on sait le faire, on le fait. Je veux dire, depuis longtemps. Donc, par contre, ça prend un peu de temps, ça prend beaucoup de temps pour la discussion, beaucoup de temps pour l'optimisation, beaucoup de temps pour la mise en forme, mais on arrive à des résultats. Il y a beaucoup de projets qui sont montés comme ça. Je pense que, par exemple, alors il y a plusieurs types de projets. Il y a des projets, par exemple, si on prend un exemple un peu important, c'est celui de la SGP qui a fait ses projets de sorte extraordinaires, des projets architecturaux, qui après se dit « Ah mais zut, il faut quand même faire de l'intermodalité avec des transports ». Donc là, on répare, on met du scotch, on travaille partenarialement. Et heureusement que le STIF lance des études d'intermodalité, parce que ça ne peut pas être que des projets d'image, ça doit aussi être des projets de transport bien pensés, avec des espaces contraints en ville où il faut travailler ces gares routières. Mais ça peut être aussi des petits projets à l'extérieur des villes qui sont néanmoins importants pour les villes concernées et qui doivent aussi générer de l'urbanité à terme. C'est-à-dire, ce qu'il faut surtout, c'est de se dire, chaque projet, quel qu'il soit, est l'occasion d'une amélioration urbaine. Puisque une gare routière, ça apporte ce que j'appelle moi de l'intensité urbaine, donc de la fonction urbaine, des commerces, de la présence, des gens qui vont vivre, qui vont être là. Donc il faut vraiment essayer de profiter au maximum de cette opportunité pour créer quelque chose qui a du sens
donner un sens urbain, si ça se fait dans une zone périurbaine qui manque de structuration, utiliser le projet pour structurer le secteur. Et si ça vient en centre-ville, eh ben c'est très bien. On peut créer des centres commerciaux parce qu'il y a plus de flux qui permettent aussi de créer du développement économique. Donc moi, je suis assez quand même optimiste sur ces projets. Là, c'est le départ. La seule difficulté que je vois, c'est cet espace-temps différent entre le moment où on a lancé l'écart Macron et le moment où on se met à faire du projet. Parce que moi, de mon point de vue, il faut le temps de monter un projet, décider qu'on va le faire, ça, environ 2 à 3 ans. Donc il y a un temps simplement de réflexion, de mise en mouvement des partenaires. C'est ça, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc il y a déjà la prise de conscience, la mise en mouvement, etc. Donc moi, je conclurai là-dessus. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'enjeux d'intégrer le privé et de faire de la médiation par rapport à ces projets, parce qu'il peut y avoir des partenaires commerciaux intéressés pour faire ça en périphérie, dans des zones commerciales qui ne sont peut-être pas structurées, etc. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup pour cette intervention. Une architecte qui parle d'abord fonctionnalité, service, intégration urbaine, c'est intéressant, puisqu'on a eu quand même dans le passé quelques exemples de cathédrales qui n'étaient assez peu conçues pour le voyageur ou l'usager. Donc c'est assez intéressant d'avoir cette approche-là aujourd'hui. André Breteau, vous vouliez rebondir sur... Oui, sur les remarques d'Amélia, donc la directrice de l'exploitation, je voulais dire que c'est des toutes petites choses, mais c'est des vrais problèmes. Le fait qu'il y ait des gens qui soient déposés au droit des échangeurs, on ne peut pas dire que ce soit n'importe quoi. Il y a un parking et il y a des sanitaires en général. Bon. Et ça veut dire que je suppose que les personnes qui sont déposées là le savent et ont téléphoné à leurs parents ou à leurs amis pour venir les chercher en voiture. Mais ça n'empêche pas de réfléchir à la façon d'arranger, d'améliorer un peu la situation. Si vous prenez le problème de, entre guillemets, la vidange des sanitaires de l'autocar, c'est un vrai problème. Voilà, c'est trivial comme sujet, mais au fond, on a bien traité des problèmes du type les zones de stationnement pour poids lourds. On a bien prévu des douches pour les conducteurs de poids lourds, parce que voilà, ils roulent beaucoup, ils ont besoin de se doucher. On ne va pas leur demander d'aller dans les lieux publics avec les conducteurs de véhicules pour se doucher devant le lavabo, quoi, hein, bon. Et donc je pense que là, comme dans beaucoup de domaines, il ne faut pas fonctionner en silo, il faut accepter de se mettre autour de la table, c'est des tout petits trucs. Sur le réseau, on peut, en partenariat avec les autocaristes, qui doivent émettre, par exemple, une distance, tous les 200 ou 300 km, ce serait pas mal de prévoir tel équipement, et avec l'État, et puis on doit pouvoir trouver des solutions. Ça, c'est ce que je voulais dire sur le réseau, c'est des petits trucs. Ensuite, il y a un autre sujet qui me paraît tout aussi important, c'est que notre séminaire, notre table ronde dépasse le cadre des lignes Macron. Comme le disait Olivier Faure ce matin, et puis d'autres conférenciers l'ont dit, au voisinage des grandes villes, si on crée un pôle d'échange ou une gare, c'est un vrai sujet. Et je voudrais donner quelques chiffres. Aujourd'hui, les 7000 passagers des lignes Macron, et qui font 375 km, ils font 2,5 millions, ils parcourent 2,5 millions de kilomètres par jour. Si vous prenez les 900 000 usagers quotidiens des 350 lignes d'autocar express de Madrid, ils ne font pas 375 km, ils en font 17. Mais quand on multiplie ces deux chiffres, on trouve quand même 15 millions de kilomètres parcourus. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le potentiel de l'autocar pour une aire urbaine de 6 millions d'habitants, l'aire urbaine de Madrid c'est 6 millions d'habitants, c'est 5 fois le trafic actuel des lignes Macron pour 60 millions d'habitants. Ça donne une idée du potentiel de l'autocar sur l'autoroute et nous devrions réfléchir au coup d'après, c'est-à-dire ce qui va se passer le jour où toutes les métropoles, il y a eu une communication le 24 mars sur la politique des métropoles, on a une douzaine de métropoles dont on nous dit que les aires urbaines correspondantes totalisent presque 25 millions d'habitants, et c'est vrai, je l'ai vérifié. Eh bien, toutes ces métropoles fonctionnent grâce aux actifs qui habitent à l'extérieur de la métropole et à l'intérieur de l'aire urbaine. Et ces 25 millions d'habitants, et les 2 ou 3 chiffres que j'ai cités, permettent de toucher du doigt l'ampleur des problèmes et le potentiel de la route en matière d'autocar.
Merci pour ces précisions. Cyprien Richet, vous avez entendu les différents points de vue, notamment le dernier sur cette vision par une architecte urbaniste des futurs pôles d'échange. Quel est votre sentiment à l'écoute de ces différentes interventions ? Je dirais la question n'est pas tant de savoir si la gare routière doit être intermodale, mais dans quelles conditions. Oui, les gares routières doivent être intermodales, et donc du coup je voudrais réinsister sur une notion qui a été évoquée par Sophie Rabat, qui est celle de l'accessibilité. Il faut bien noter l'effort qui a été fait en termes d'accessibilité PMR depuis la loi de 2005 et ce qu'on a demandé aux autorités publiques et notamment aux transporteurs comme effort pour l'aménagement des pôles d'échange. Je pourrais d'ailleurs citer, on va dire c'est l'après-midi de Poitiers, là, les efforts qui avaient été faits, là, qui sont réalisés sur l'accessibilité PMR autour du pôle d'échange de Poitiers. C'est assez remarquable, c'est un vrai travail, c'est un travail de longue haleine. Je dirais qu'il ne faudrait pas qu'on retombe à zéro avec des préfabriqués au milieu de parking, quoi. Voilà, donc il faut vraiment faire attention de capitaliser finalement sur tout ce qu'on a appris sur cette question de l'accessibilité au sens large de ces pôles d'échange, voilà, pour avancer. Juste deux petites autres remarques. C'était, je dirais, ces nouvelles offres, c'est une opportunité, mais c'est aussi une difficulté. Une difficulté à intégrer dans les pôles d'échange, je l'ai déjà dit, et puis on l'a vu. Et puis je me dis, aujourd'hui on a Flixbus qui est là, mais on pourrait avoir très bien Blablacar. En fait, finalement, c'est à peu près je dirais la même chose, hein. Il peut y avoir aussi des besoins en termes de matérialisation physique, d'aménagement, hein, quand on sait que, je sais pas, 50% des passagers environ du covoiturage viennent par les transports en commun. Il y a des enjeux qui existent aussi, donc effectivement, si on fait un effort pour l'un, sous condition, on doit aussi le réfléchir pour d'autres, et peut-être pour d'autres offres qu'on ne connaît pas encore. Donc là, c'est très difficile. On peut revenir sur la boule de cristal, mais la boule de cristal, à la fois, elle est difficile pour le transporteur, mais elle est compliquée pour les collectivités locales dans le dimensionnement, hein, des aménagements, hein, et les coûts qui sont associés. Hein, on ne sait pas quelle va être l'offre demain et comment elle va évoluer. Et donc ça, c'est assez difficile à anticiper. Et puis je dirais peut-être une toute dernière remarque, c'est on a quand même aujourd'hui, avant même parler de ces nouvelles offres, il y a quand même un vrai problème de gestion des pôles d'échange. Je crois qu'il y a un gros sujet sur la gestion intégrée des pôles d'échange. Au-delà du ferroviaire, on ne sait pas trop faire, c'est très compliqué. On a très peu de modèles et d'exemples qui fonctionnent bien, où on arrive à avoir une gestion intégrée et bien régulée, bien articulée dans les pôles d'échange. Donc là, on a une complexité supplémentaire qui invite finalement à se poser la question du modèle économique et du modèle de la gestion et de la gouvernance des pôles d'échange. Je dirais comme ça, à quand un rapport Keller des pôles d'échange contemporains ? On a eu celui des gares contemporaines, et peut-être qu'il faut aller vraiment essayer d'aller rechercher de nouvelles modes de gouvernance et un nouveau modèle économique de ces pôles d'échange. Si vous faites un appel à rapport, il y aura des candidats pour s'en charger. Ça, merci pour votre idée. Sophie Rabat, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, mais Cyprien Richet vient de le préciser. À partir du moment où on ne sait pas dans quelques années, même dans 1 an, dans 2 ans, quels seront les nouveaux services de mobilité dans ces futurs pôles d'échange, puisque quasiment tous les mois, il y a des innovations autour de la voiture. On parle aussi beaucoup des minibus de 8 places qui assurent des besoins nouveaux, etc. C'est très compliqué pour vous de concevoir de tels espaces, parce que le cahier des charges, le modèle n'existe pas vraiment de façon très assurée. Non, quand on fait des projets, on fait aussi des projets phasés, hein. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de se faire des super Cadillac. Enfin, je veux dire, on se paye des projets avec des phasages extrêmement fouillés, hein. Donc je pense qu'on peut, même dans un projet qu'on réalise, avoir des secteurs de flexibilité. Je veux dire, c'est pas... Donc pas vous laissez des zones à aménager, il peut y etc. avoir soit des zones à aménager, soit des zones qui peuvent amener à muter, tout Ou simplement. changer des usages, adapter. De toute façon, nous, aujourd'hui, quand on travaille en ville, on ne travaille que sur de l'espace mutable, que sur du renouvellement. Donc renouveler un projet, ça fait aussi partie du projet. Moi, je crois que c'est pas... Il ne faut pas qu'on imagine que c'est tout nouveau parce que c'est de la gare routière. C'est quand même très proche de ce qu'on sait faire, en beaucoup plus complexe et qu'on fait déjà.
Dominique Ritz, justement, c'est pour les services de l'État qui, souvent, ont pour charge de graver dans le marbre un certain nombre de choses. C'est compliqué de s'adapter à ces mobilités extrêmement changeantes, nouvelles, à ces contextes différents. Il y a 3 mois, on n'aurait pas écrit la même chose sur les cars Macron qu'aujourd'hui. Ça change très vite. Donc, c'est une difficulté pour vous de vous adapter à ce contexte extrêmement changeant? C'est une difficulté d'inscrire quelque chose d'intelligent dans quelque chose d'extrêmement changeant, c'est-à-dire d'essayer d'avoir une vision un petit peu de moyen long terme, alors que effectivement on a quelque chose qui aujourd'hui réagit extrêmement vite et de manière extrêmement inattendue parfois. Mais j'allais dire, c'est le quotidien de l'administration, en tout cas de l'administration centrale, d'essayer de faire ça. Alors elle essaye de le faire le mieux, parfois elle commet des erreurs, hein, comme partout. Je pense qu'aujourd'hui, s'agissant des bus librement organisés, on est aujourd'hui dans un système qui se met en place, on est dans un marché qui est en train de se mettre en place. Rome ne s'est pas faite en un jour, donc il faut laisser un peu de temps, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, les choses vont se faire. Je pense que l'ensemble des acteurs, et en tout cas moi c'est ce que je retiens un peu de ce séminaire de réflexion, c'est que l'ensemble des acteurs sont intéressés à essayer de travailler ensemble pour que ça fonctionne mieux dans l'intérêt du public, dans l'intérêt des bénéficiaires, qui sont les gens, les territoires, mais aussi les entreprises. Il faut que ça soit gagnant-gagnant pour tout le monde, et je pense qu'on est en train, et un séminaire comme celui-ci, à mon avis, sert cet objectif, on est en train d'y arriver progressivement. Une intervention, Laurent Guilry. Qui sont extrêmement contraintes. Le dernier rapport du GART montre pour la première fois du côté du versement transport, on est en train de se contracter dans les dotations des collectivités locales aux autorités organisatrices pour à 10%. Donc on a le volet finances publiques locales qui se contracte. On a du côté des opérateurs qui font des efforts, ils essayent de développer des nouveaux services. Ils n'ont pas encore trouvé le modèle économique. Il y a un problème de rentabilité, il y a une recherche de niche, on l'a vu ce matin. Donc on est en face dans une situation extrêmement complexe. Je crois qu'il faut revenir aux acquis de l'économie des transports, de la géographie des transports. On a vu, et ça l'Union européenne a fait une dizaine de rapports sur la tarification d'usage de l'espace public, la tarification d'usage de l'infrastructure. Et l'exemple de l'autoroute, on a vu que ça bouge énormément parce que le système des autoroutes a mis en place une tarification d'usage. On a un service, une qualité de service, on paye pour une qualité de service et on a des extensions d'infrastructures pour garantir cela. Donc je pense que les autocars rentrent en ville. Ils rentrent en ville, il y a des émissions de CO2, il y a des émissions de polluants. On a une question là qui va se poser de la tarification, de l'internalisation des effets externes de ces bus. C'est trop cher, on rentre plus en ville. Avec les péages, c'est à peu près internalisé. Mais en ville, le freinage, l'accélération, c'est des choses qui ne sont pas maîtrisées encore. Le calcul économique nous dit, là, il n'y a pas internalisation des effets externes. Donc je pense qu'il faut retrouver les acquis. L'économie des transports, en particulier, qui nous dit très clairement l'usage public, tarification. Donc, ça va d'un côté, les opérateurs des autocars vont pouvoir stabiliser leur modèle économique. D'une certaine façon, les prix que l'on voit vont progresser. Je crois qu'en Espagne, ils sont bien plus élevés qu'en France, qu'en Allemagne. D'un côté, puis d'un autre côté, on va pouvoir avoir des recettes pour les villes qui vont pouvoir développer des gares routières, faire appel à des projets innovants et qui vont réduire la vie en et faire plaisir à tout le monde, ça n'est pas bon au nom des clients. Voilà. Merci Laurent Guilry. Marc Tasson et Yoka Minagai juste après. Oui, en complément à ce que vient de dire M. Guéry, il n'a pas parlé de l'infrastructure elle-même, mais aussi de son augmentation de capacité. Si on veut que ça marche, il faut que les nouveaux bus qui vont être générés soit par les lignes Macron, soit par d'autres systèmes, parce qu'on n'est peut-être pas au bout des complexifications législatives, il y aura peut-être aussi d'autres innovations. Il faut que tout ça, ça fonctionne. Si on veut que ça fonctionne, la question que je voulais poser, alors peut-être à Mme Rabat ou à l'État, mais je sais que la réponse sera globale, qui doit être en charge de l'investissement sur les infrastructures routières qui vont
peut-être être nécessaire pour que les bus puissent arriver à la gare routière en centre-ville, s'il est nécessaire à un moment donné d'arriver dans le centre-ville, qui va être aussi responsable de la reprise de la structure de chaussée s'il y a besoin de la reprendre, parce qu'on sait que c'est les poids lourds qui endommagent l'infrastructure, c'est pas les voitures. Donc tout ça, c'est des questions aussi. Bon, je pense que la réponse est globale. Il faudra que ça soit la ville, mais pas que la ville. Il faudra que ça soit aussi peut-être les opérateurs, même si c'est pas leur métier de construire des routes, il faudra certainement qu'ils participent d'une certaine manière à l'endommagement des infrastructures ou à l'élargissement ou à la création en ville, peut-être pas de HOV ou d'HOT, mais de lignes de bus pour que les gens puissent rentrer. Voilà. Mais pour prendre des exemples sur des choses qui existent déjà, parce que je pense qu'on avance d'abord en copiant ce qu'on a déjà fait. Quand on fait les pôles multimodaux, on ne fait pas un pôle multimodaux et il se pose là, on fait le pôle multimodal et on fait tout l'aménagement de voirie qui va avec pour y accéder. Et ben, c'est celui qui paye habituellement, c'est-à-dire c'était le département et maintenant ça va être les territoires, je pense. Mais après, on est simplement dans un paysage général qui se rétracte. Donc la question posée, elle ne se pose pas que pour les pôles routiers, enfin les pôles gares routiers, ou les pôles routiers, les gares d'échange routières, enfin bref, elle se pose globalement sur notre changement de société. C'est-à-dire que on est là sur une question, je prends un exemple. Moi, actuellement, je faisais par exemple du conseil auprès de la ville de Paris pour le réaménagement de 7 places sur Paris avec un budget qui ne correspond pas au réaménagement de 7 places, correspond au réaménagement d'une place. Alors, la question posée, c'est comment on fait pour faire différemment. Donc la question qu'on se pose pour les gares routières, elle se pose dans beaucoup de domaines auxquels on est confronté aujourd'hui. C'est un changement de manière de faire. Donc soit on travaille ensemble pour devenir plus intelligent et optimiser les peu de ressources qu'on a chacun en les mettant ensemble collectivement. On n'a pas le choix. On est condamné à être plus intelligent et à plus partager et à plus travailler ensemble. S'il reste des marges d'intelligence, il faut les exploiter. 2 dernières interventions, Yoka Minagai et après monsieur juste derrière. Oui, pour être un peu auto-centré sur l'Île-de-France, vous savez pourquoi ? Il y a une chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est la fameuse mission confiée à l'ARAFER d'identification des capacités résiduelles. J'ai entendu un moment le terme capacité résiduelle, mais dans le sujet de la raréfication des finances publiques ou privées, puisque vous êtes en raréfication de finances privées, puisque vous voulez faire du très low cost, il y a quand même une question que je me pose toujours dans les pôles d'échange, et je vais vous donner une phrase entre guillemets que j'ai déjà entendue plusieurs fois, c'est « les frontières domaniales de maîtrise d'ouvrage s'opposent à une expérience client continue et de qualité ». Ça a l'air évident ce truc-là. Si chacun est maître d'ouvrage de son côté, comment voulez-vous que le client, qui soit le seul qui va faire les nœuds entre les morceaux, il perçoive un tout cohérent? Alors, l'histoire de l'identification des capacités résiduelles, pour des gens qui gèrent des réseaux urbains, ce qui est le cas de la RATP, ça peut quand même être intéressant, parce qu'il y a peut-être à certains endroits des gares routières d'une certaine capacité résiduelle, à condition qu'on ait trouvé la métrique pour mesurer ça. Si la RAFER envoie 3 stagiaires, excusez-moi, je ne sais pas comment ça peut se passer, qui regardent une gare routière en heure creuse, ils vont dire « Oh, mais elle est vide cette gare !» Bon, donc après, on va nous dire « Attendez, RATP, vous voulez, ou STIF, vous voulez pas mettre plein de cars Macron là » Et on va dire « Mais non, vous n'êtes pas venu en heure creuse, en heure de pointe. » D'ailleurs, c'est pas évident, c'est plutôt dans les flancs de pointe qu'il y a plein de bus. Les heures creuses, ça tourne. Donc là, la question de la combinaison entre urbain et interurbain dans des gares routières, pas en cœur de ville, mais en périphérie de grandes agglomérations, c'est peut-être une question qui est peut-être bonne pour un futur séminaire de l'IDRIM, avec une granulométrie plus fine, mais je trouve que c'est une question que je pourrais aussi vous poser. Comment combiner ces deux aspects? Merci pour cette remarque pertinente et cette suggestion aux organisateurs. Monsieur? Oui, bonjour. Alors, Ithier Bonduel de Coffee Route Réseau Vinci Autoroute. C'était juste pour illustrer tous les propos, pour vous dire que nous, on a été mandatés par l'État pour réaliser une gare routière qui va comporter 8 postes à quai à côté d'un échangeur, et on va rentrer en concertation publique dans 3 semaines. Donc, pour vous dire, à quel endroit? C'est dans les Yvelines. Voilà. Dourdan. À côté, oui.
c'est sur l'échangeur de Dourdan. Donc pour vous dire, Là où il y a déjà une aire de stationnement qui est largement saturée. Elle va être agrandie, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc pour vous dire que c'est des projets qui peuvent se faire sur des emplacements sur lesquels les opérateurs à la base n'avaient pas énormément d'attentes en termes de trafic. Bon, ils ont été surpris, agréablement surpris. Pour vous dire que c'est aussi l'État qui a mandaté, pour vous dire qu'il y a un maître d'ouvrage qui va récupérer, et on travaille avec beaucoup d'acteurs, dont le Steve qui est présent ici, mais avec les transporteurs aussi, donc là c'est Transdev et Albatrans. Donc pour vous dire, voilà, c'est des projets qui peuvent se concrétiser. Comme quoi les innovations sont toujours intéressantes. Ça avait été très long l'homologation de la gare de Dourdan sur autoroute. Monsieur. Oui, bonjour, Sylvain Rison, Cityway. On a un cas concret, un problème aujourd'hui. On est une Cityway fournisseur de systèmes de gestion dynamique de pôles d'échange notamment. Et aujourd'hui, pour gérer un pôle d'échange, aussi bien l'exploitation que l'information voyageur, on peut la gérer en récupérant des données provenant aujourd'hui du transport public. On a un vrai problème aujourd'hui avec les cars Macron sur les moyens de récupérer les données théoriques et temps réel des véhicules à l'approche, pour pouvoir leur donner l'autorisation d'accès, etc. Donc je voudrais savoir s'il y avait des groupes de travail qui étaient prévus sur justement les échanges de données entre les cars Macron et les pôles d'échange. Dominique Ritz, s'il y a des choses prévues, et puis après peut-être Yvan Lefranc-Morin, est-ce que vous gardez vos données pour vous ou est-ce que vous êtes prêt à les partager? Peut-être d'abord Dominique Ritz. Les enjeux du big data, de la maîtrise des données, etc., est bien connu. Hein. Il y a aujourd'hui effectivement des réflexions qui sont engagées. Alors est-ce que ça concerne le point que vous évoquez? J'en suis pas convaincu. En tout cas, pas encore. Yvan Lefranc-Morin. Je pense qu'aujourd'hui, on a la capacité technique sans problème donner accès aux données via des API ou des systèmes. On traque tous nos cars via GPS, on sait où ils sont à la seconde. Donc après, c'est des questions effectivement d'accessibilité à ces données qui peuvent être sensibles, mais dans le cadre d'un partenariat avec des systèmes, surtout si le but final est quand même d'informer le passager, je vois, en tout cas il n'y a pas de limite technique aujourd'hui et je ne vois pas pourquoi il y aurait d'autres types de limites. Rien de ce type-là aujourd'hui dans un marché open access, j'ai l'impression. Encore une fois, hein, il y a des réflexions qui sont engagées sur les big data, sur la normalisation, tous ces aspects-là. C'est très compliqué, ça va bien au-delà de ces problématiques que vous évoquez. Et c'est des réflexions qui ne sont pas encore entièrement abouties. Donc, j'allais dire, c'est trop tôt aujourd'hui pour le dire. Je pense que ceci étant que c'est un problème qui est repéré. Voilà, il nous reste le temps éventuellement d'une dernière intervention. Sinon, il va être temps. Michel Agege, récidiviste. Je voudrais juste demander aux représentants de Flixbus, reste debout, puisque c'est le seul opérateur, pourquoi dans sa communication, enfin dans votre communication globale qui est extrêmement agressive, vous nous dites en permanence que vous êtes le premier, le plus grand opérateur de cars, etc. Bon, ça se comprend dans un marché qui est en train de se construire. C'est pas le sens de ma question. C'est pourquoi il n'y a pas de communication justement sur beaucoup des aspects qu'on a soulevés aujourd'hui, en particulier sur l'importance de l'accueil, des gares routières et autres. Est-ce qu'il ne faut pas que vous en teniez compte? C'est compliqué de communiquer sur des choses qui n'existent pas, d'une part, et d'autre part, on est ici pour en discuter, se concerter sur le sujet. Ça serait, je pense, un peu malvenu de la part de tous quel que soit l'opérateur, de communiquer de façon publique sur des sujets dont on n'est pas les seuls gestionnaires et sur lesquels... Pardon ? Donner de l'information à nos clients et on fait ce qu'on peut pour leur donner ce qu'on peut leur donner. Alors, ça, c'est des choses que par principe on communique puisque il y a quelques cas qui prouvent le contraire, mais dans la façon dont on design notre réseau et dont on le crée, on fait en sorte que les gens ne s'arrêtent pas au milieu des échangeurs d'autoroute. Donc voilà, mais en tout cas sur l'information, on fait ce qu'on peut avec les moyens dont on dispose aujourd'hui et c'est un vrai sujet. Je crois que Michel faisait peut-être référence à des opérateurs qui communiquaient sur des choses qui n'existent pas, mais bon, manifestement, ce n'est pas le cas des opérateurs de bus. Voilà, merci à vous. Je crois que Pierre, Marc,
Il est temps de conclure. Peut-être un dernier mot, c'est bon? Vous avez eu quelques offres pour récidiver dans un futur proche, tellement la matière est intéressante. Merci de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.